L'été 1942. Au-dessus des eaux brûlantes du Pacifique Sud, un avion régnait sans partage. Les pilotes alliés le craignaient, les rapports militaires répétaient son nom avec une inquiétude palpable, le Mitsubishi Zero. Un chasseur si léger, si maniable, si meurtrier qu'il semblait ignorer les lois de la physique. Dans ses premiers mois de guerre, il était considéré comme invincible. Et pourtant, cet appareil redouté allait voir sa domination s'effondrer non pas à cause d'une nouvelle technologie américaine, ni d'un chasseur révolutionnaire, mais à cause d'une erreur totalement stupide, presque ridicule, commise lors d'un vol où personne n'imaginait que l'histoire était sur le point de basculer. Pour comprendre la portée de cette erreur, il faut revenir à l'époque où les Américains rencontrèrent pour la première fois le Zéro. Le choc fut brutal. Aucun avion allié ne pouvait tourner aussi serré, grimper aussi vite, ni plonger aussi profondément sans se disloquer. Un lieutenant américain affirma plus tard, le Zéro n'était pas un avion. C'était un fantôme. Une seconde il était devant vous, la suivante, derrière vous. Les chiffres confirmaient l'horreur. Dans les premiers mois du conflit, les pilotes américains mouraient 3 fois plus que les pilotes japonais. Le Zéro avait été conçu pour une seule mission, être le maître absolu du combat tournoyant. L'ingénieur Jiro Rikoshi avait sacrifié tout pour la légèreté. Pas de blindage, pas de réservoir auto-obturant, une structure incroyablement fine. Tout cela pour créer un chasseur capable de manœuvrer comme aucun autre. Pendant 1 an, cela fonctionna parfaitement. Mais un jour d'août 1942, près de Guadalcanal, un événement sans importance apparente allait révéler la plus grande faiblesse du Zéro. Ce jour-là, un pilote japonais expérimenté poursuivait un P-38 Lightning américain qui tentait désespérément de fuir. Le duel semblait joué. Le Zéro contrôlait complètement la situation. Puis, soudain, l'aviateur américain fit quelque chose d'inconcevable. Il roula son appareil complètement sur le dos, inversant sa position, comme s'il tentait une manœuvre suicidaire. Le pilote japonais resta un instant incrédule. Aucun manuel, aucune formation, aucune tactique ne lui avait appris à gérer un adversaire qui plongeait à l'envers. Il poussa sur le manche pour le suivre. Et c'est là que tout bascula. Le Zéro était une merveille de légèreté, mais cette légèreté avait un prix terrible. Il ne supportait pas les forces négatives. Le carburateur, conçu pour un flux stable, se vida instantanément. Le moteur toussa, vibra, puis s'éteignit complètement. Le chasseur le plus redouté du Pacifique venait de devenir un planeur. Pas d'impact, pas de tir ennemi. Juste une minuscule erreur aérodynamique que les ingénieurs japonais connaissaient, mais avaient tenté de dissimuler. Pendant que le Zéro tombait en silence, le P-38 remonta comme une flèche, prit de l'altitude, redescendit derrière lui et l'abattit sans résistance. Dans cet instant humiliant, un secret que le Japon voulait cacher venait d'être révélé. Une faiblesse invisible, mais fatale, venait d'être exposée. Et quand cette information allait se répandre parmi les pilotes américains, le Zéro ne serait plus jamais le roi du Pacifique. Lorsque l'histoire du P-38 renversé se répandit dans les tentes des pilotes américains, beaucoup crurent d'abord à une exagération. Un pilote qui plonge à l'envers? Un Zéro incapable de suivre? Cela semblait absurde, presque dangereux au point d'être meurtrier. Mais les témoignages commencèrent à s'accumuler. Des pilotes qui avaient échappé de justesse à la mort. Des combats où le Zéro, pourtant supérieur en virage, se retrouvait soudain immobile, moteur coupé, incapable de poursuivre sa proie. Des survivants qui revenaient avec les yeux injectés de sang, la vision troublée, secoués par des forces négatives que personne n'avait jamais envisagées en combat réel. Pourtant, ils revenaient vivants. Et dans la guerre aérienne du Pacifique, être vivant signifiait tout. Les ingénieurs américains ne tardèrent pas à comprendre ce qui se jouait. Le Zéro, construit comme un rapace ultra-léger, n'avait jamais été conçu pour encaisser des manœuvres extrêmes vers le bas. Ses réservoirs n'étaient pas protégés. Son carburateur n'était pas inversé. Son moteur dépendait totalement de la gravité pour alimenter les cylindres. Alors, au moment où la gravité changeait de direction, le Zéro mourait littéralement. Les pilotes japonais, eux, n'en revenaient pas. Pendant des mois, ils avaient dominé le ciel grâce à la grâce surnaturelle de leur machine. Ils avaient appris à tourner, à grimper, à danser autour de leurs adversaires. Mais jamais on ne leur avait appris à gérer un ennemi qui se jette volontairement dans un gouffre en défiant toutes les règles de la survie. Un japonais racontera plus tard.
Nous savions tout du zéro, sauf ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et cette ignorance allait leur coûter cher. Les Américains, eux, n'avaient pas seulement une nouvelle manœuvre. Ils possédaient surtout des avions capables de la supporter. Le P-38 Lightning, avec ses 2 moteurs suralimentés, ne bronchait pas. Le F-4U Corsair encaissait parfaitement les manœuvres inversées. Le P-47 Thunderbolt, construit comme un bélier volant, survivait à des forces G que le zéro n'aurait jamais pu supporter. Alors, dans chaque briefing, dans chaque messe de pilote, une phrase commença à circuler. « Si un zéro te colle, mets-toi sur le dos et tombe. » Ce n'était pas qu'un conseil. C'était un ordre de survie. Les jeunes pilotes, fraîchement arrivés des États-Unis, ouvraient de grands yeux lorsque les vétérans leur expliquaient la manœuvre. Mais lorsqu'ils voyaient un camarade revenir vivant grâce à elle, tout doute disparaissait. Peu à peu, quelque chose d'inimaginable se produisit. La terreur inspirée par le zéro s'effritait. Il n'était plus ce prédateur invincible. Il n'était plus la machine parfaite chantée par la propagande. Il n'était plus ce spectre qui tournait autour des avions américains avec une facilité insolente. Il devenait vulnérable. Et dans la guerre, la vulnérabilité est mortelle. Le choc fut terrible côté japonais. Les rapports commencèrent à s'accumuler. Des zéros tombant sans avoir été touchés, des moteurs calant en poursuite, des pilotes incapables de comprendre pourquoi leurs ennemis plongeaient comme des suicidaires, puis réapparaissaient quelques secondes plus tard, maintenant derrière eux, prêts à tirer. C'était un renversement total de la dynamique du combat. Pour la première fois depuis le début du conflit, ce n'était plus le zéro qui dictait les règles du duel. C'étaient les Américains. Et tout cela à cause d'une seule découverte. Une découverte née dans le chaos, dans la peur, dans un geste instinctif que personne n'aurait jamais enseigné dans une école de pilotage. Une erreur, ou peut-être un miracle. À mesure que la manœuvre se répandait, son effet devint impossible à ignorer. Là où les zéros régnaient autrefois sans partage, les pilotes américains commençaient désormais à survivre, puis à gagner, puis à dominer. Et pourtant, ce bouleversement n'avait rien d'un progrès technologique spectaculaire. Aucune nouvelle arme. Aucun moteur révolutionnaire. Aucun prototype secret sorti d'un laboratoire. Juste un geste que tous les instructeurs du monde considéraient comme une folie pure, se retourner sur le dos et plonger droit vers la mer. Ce qui rendait ce renversement encore plus humiliant pour les Japonais était sa simplicité. Le zéro, fleuron de l'ingénierie nippone, conçu comme un danseur aérien, capable d'évoluer avec une grâce presque surnaturelle, venait d'être vaincu non pas par un avion supérieur, mais par une faiblesse mécanique que le Japon avait toujours refusé d'avouer, son incapacité totale à encaisser les forces négatives. Tandis que les pilotes américains apprenaient à accepter les violentes douleurs, le sang dans les yeux, les vertiges, les secondes de vision brouillées, leurs adversaires, eux, ne pouvaient rien faire. Leur moteur s'étouffait. Leur carburateur se vidait. Leur appareil tombait comme un caillou. Et soudain, un chasseur autrefois mythique se retrouvait à la merci de ceux qu'il dominait la veille encore. Cette vérité s'imposa brutalement dans les comptes rendus japonais. Les chefs d'escadrille ne comprenaient pas. Comment ces lourds avions américains pouvaient-ils disparaître soudain en plongeant à l'envers, puis réapparaître quelques instants plus tard au-dessus d'eux? Comment un zéro, si agile, si léger, si affûté, pouvait-il être piégé par une manœuvre aussi absurde? La réponse, pourtant, n'avait rien de mystique. Elle tenait en une seule phrase. Le zéro était le roi, mais seulement dans les règles du zéro. Le jour où les pilotes américains cessèrent de jouer selon ces règles, tout changea. Ce fut un choc stratégique, un choc psychologique, un choc culturel. La légende de l'avion invincible s'effondra. Et avec elle, l'assurance absolue des pilotes japonais. Cette transformation culmina lors des campagnes des Salomon et des Mariannes. Les pilotes américains, désormais aguerris, attendaient presque avec impatience qu'un zéro se place derrière eux. Ils savaient exactement quoi faire. Ils savaient combien de secondes ils devaient résister à la douleur. Ils savaient à quelle altitude redresser. Ils savaient comment revenir avec un avantage écrasant. Et les Japonais, eux, savaient qu'ils n'avaient aucune réponse. L'ironie tragique, dans cette histoire, tient au destin du pilote qui, sans le vouloir, avait tout déclenché. Richard Bong, l'homme qui avait survécu à la première plongée inversée, l'homme qui avait inspiré un changement tactique majeur, devint l'Américain le plus victorieux du conflit. Mais il ne vécut pas assez longtemps pour voir la paix.
Il mourut lors d'un vol d'essai sur un jet expérimental, le même jour où la bombe atomique fut larguée sur Hiroshima. Son décès, survenu alors que la guerre touchait à sa fin, bouleversa ceux qui connaissaient son histoire. Pourtant, son héritage prit une dimension presque mythique. Chaque pilote qui revint vivant grâce à la manœuvre lui devait quelque chose. Chaque zéro abattu grâce à cette inversion brutale témoignait de son instinct désespéré ce jour-là. Chaque victoire acquise par les P-38, les Corsair ou les Thunderbolt contenait l'écho de son erreur devenue révélation. Aujourd'hui, dans les musées, les zéros restaurés sont admirés pour leur élégance. Leur silhouette est parfaite, leurs lignes harmonieuses. Mais quand on s'approche, quand on voit leur peau d'aluminium si fine, leur réservoir non protégé, leur mécanique sensible, on comprend soudain pourquoi ils ne pouvaient pas suivre les Américains dans cette plongée maudite. Et face à un P-38 restauré, aux couleurs de Marge, l'avion de Bong, on ressent presque physiquement ce que cela devait être. Se retourner à 18 000 pieds, plonger la tête à l'envers vers un océan qui grandit, sentir son sang exploser dans ses yeux, prier pour garder conscience. Et survivre. Mais au-delà de la guerre, de la technique, des moteurs et des manuels, cette histoire porte un message d'une clarté absolue. Parfois, ce n'est pas l'arme la plus puissante qui change un conflit. Parfois, c'est l'idée que personne n'ose essayer. L'action que tout le monde croit impossible. Le geste qu'on ne tente que lorsqu'on n'a plus rien à perdre. Une erreur stupide. Ou un acte de génie. Parfois, les deux se confondent. Et ce jour-là, au-dessus du Pacifique, un pilote américain désespéré prouva que même l'avion le plus redouté du monde pouvait tomber, si quelqu'un avait le courage de voler à l'envers. Et quand l'histoire du Pacifique se referma finalement, une vérité s'imposa avec une force indiscutable. Le zéro n'avait pas été vaincu par une nouvelle technologie, ni par un chasseur plus moderne, ni même par une stratégie écrite dans un bureau. Il avait été vaincu par une idée née de la panique, nourrie par la peur, perfectionnée par le besoin vital de survivre. Le zéro était un prédateur parfait, tant que le combat restait dans son domaine. Mais dès qu'un homme osa briser les règles non écrites du dogfight, dès qu'il osa défier la gravité et sa propre biologie, l'avion légendaire se révéla soudain fragile, vulnérable, limité. Les Japonais ne purent jamais vraiment l'admettre. Ils avaient construit une arme magnifique, presque poétique dans sa légèreté et sa maniabilité. Mais cette beauté cachait une faiblesse fatale, une simple incapacité mécanique à résister à une pression négative. Et cette faiblesse fit tomber un géant. Les pilotes américains finirent par intégrer la manœuvre dans leurs réflexes. Les escadrons entiers apprirent à se renverser dans le vide comme des funambules du ciel. Les jeunes recrues, tremblantes lors de leur premier briefing, entendaient toujours la même phrase répétée par les vétérans. « S'ils arrivent derrière toi, mets-toi à l'envers. » Cette phrase, presque absurde, devint un mantra. Un code de survie. Une clé pour inverser la fatalité. Avec le temps, les victoires américaines s'accumulèrent. Les statistiques changèrent. Les rapports des combats commencèrent à se ressembler. Zéro incapable de suivre la plongée inversée, l'ennemi a perdu la poursuite, manœuvre négative j'ai réussi. Et peu à peu, ce qui avait été un secret de quelques hommes devint une vérité stratégique. Une vérité qui brisa le mythe du zéro et redonna confiance à une génération entière de pilotes. Aujourd'hui, quand on marche dans un musée aéronautique et qu'on s'arrête devant un zéro restauré, on peut admirer sa pureté, son élégance, sa finesse. Mais si l'on sait ce qui s'est passé, on voit aussi ce que les ingénieurs japonais n'avaient jamais voulu révéler. Cette machine magnifique était construite comme un papier fragile, incapable de survivre au monde réel dès que quelqu'un osait sortir du cadre établi. Et devant un P-38 Lightning, imposant, brut, massif, on ressent presque l'esprit de ceux qui l'ont piloté, des hommes prêts à tout, même à défier les lois du vol, pour ne pas mourir. La dernière ironie de cette histoire, c'est que Richard Bong, le pilote dont l'instinct avait changé le cours du conflit, ne vit jamais la victoire qu'il avait contribué à forger. Son P-38, Marge, existe encore, brillant dans un hangar, témoin silencieux d'un acte de folie devenu génie. Il n'a pas vu la fin de la guerre. Il n'a pas vu les zéros tomber un à un. Il n'a pas vu les jeunes recrues répéter sa manœuvre comme un rite de passage. Il n'a pas vu le Pacifique se calmer. Mais son héritage vit encore dans chaque manuel d'aéronautique, dans chaque documentaire sur la guerre, dans chaque avion restauré qui trace un splittess au-dessus d'un meeting aérien. Parce qu'au final, cette histoire nous rappelle quelque chose de fondamental. La technologie peut impressionner. La stratégie peut dominer.
Mais parfois, c'est une seule décision, prise par un seul homme au bord du désespoir, qui change le cours de l'histoire. Une erreur stupide. Un geste impossible. Un pilote qui refuse de mourir. Et un empire qui découvre trop tard que même son avion le plus redouté pouvait être vaincu par un homme prêt à voler à l'envers.